Voici le Journal du Soir. Et voici vos animateurs. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette autre édition, encore une fois en retard. J'aime pas ça, mais qu'est-ce que vous voulez? On fait notre possible. On fait notre possible parce que, pour vous dire vrai, là, c'est qu'il y a un ordi qui a planté tantôt. Et puis, je savais pas. Je savais pas. Une chance qu'Hélène Lavoie était là. Dis-moi tel Robert Val, qui nous écoute toujours, cette chère Hélène, qui m'a fait signe et qui m'a dit, François, le son est en double. Ça, c'était vers, disons, 19h30. Puis là, Jean-Marc, j'ai téléphoné à Jean-Marc et puis tout ça. Il a arrangé ça. Mais là, vous savez, moi, quand je fais de la radio le soir, là, ça me prend ma drogue. Ouais, ça me prend ma drogue. C'est de l'eau pétillante. Oui. Ce qui fait que j'en avais plus à 9h moins 5. Ah ben là, les deux pattes puis le manteau, puis on s'en va au dépanneur. D'habitude, tu payes 6,99 cents, une pièce. 2,75 au dépanneur. Bon, enfin. Ce soir, mesdames et messieurs, on va se parler, on va être pas mal de monde. Hugo Girard, comme à tous les mercredis soirs. Carl Brochu, comme à tous les soirs. Et une nouvelle qui s'ajoute, mesdames et messieurs. Alexandra Dallaire-Fortin, qui est dans la région des Bois-Francs. Et enfin, on va tous jaser, tout ce beau monde. On va se parler de politique, comme on va faire tous les soirs. Et mais je vois que Jean-Marc est, à l'heure actuelle, en train de brancher tout le monde. Ce qui fait qu'on va lui donner encore une minute ou deux, le temps que je vous brosse un petit peu le menu de ce soir. Évidemment, Alexandra, Carl et Hugo vont pouvoir, à leur guise, ajouter des sujets qu'ils ont retenus. Et moi, j'en ai retenu pas mal d'ailleurs. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Hugo. Hugo, est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je t'entends bien. Et notre petite nouvelle, Alexandra Dallaire-Fortin. Alexandra, bonsoir. Comment ça va ce soir? Ça va très bien. C'est un honneur d'enfin parler au grand François Saint-Louis. Wow, un instant, je suis tout petit. Si vous me voyez, Alexandra, je mesure 5 pieds et 2. Oh. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je mesure à peu près 6 pieds. Fait que, non, mettez-en pas trop, Alexandra, là, parce que ça, savez-vous ce que ça fait? Ça fait quoi? Ça me gêne. Oh! Ben, je suis très gênée aussi ce soir, donc ça va peut-être... Non, on va pouvoir... on va régler quelque chose tout de suite, Alexandra. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Ah, absolument. Merci beaucoup. Ça va rendre, disons, la discussion plus décontractée. Je ne sais pas si tu as retenu quelques sujets, Alexandra, ce soir. Carl va s'ajouter. C'est pour ça que vous allez m'excuser, Hugo et Alexandra et tout le monde qui est à l'écoute, qu'on était un petit peu en retard. Et c'est dû à un ordi qui a planté. Vous savez, ici en studio, là, en arrière de moi, on le voit pas, là, mais Jean-Marc a tout changé le système. Il doit y avoir au moins 4 que je vois, là, de visu, 4 ordi, puis j'en ai une en dessous des pieds quelque part. Fait que moi, je suis tellement bon là-dedans. S'il y en a une qui plante, là, essaye de trouver. Il me disait tantôt, j'étais au dépanneur, il dit, c'est quel ordinateur? Celle qui est en arrière du réservoir d'eau chaude? Ouais. En tout cas, ça fait que c'est un millimélo ici, surtout pour moi. Ceci étant dit, c'était la raison du retard ce soir. Mais sachez, Hugo et Alexandra, qu'il se pourrait que dès que Carl arrive, on s'ajuste. Ça vous va? Ouais. Excellent.
j'ai retenu pour tout le monde ce soir, incluant moi. 2-3 textes, celui de Sophie Durocher, celui de Mathieu Boccoté et Richard Martineau, Les Bulles de Québec, cherchons de Martineau, de Boccoté, cherchons à comprendre QS, et de Sophie Durocher pour en finir avec la Doriomania. Évidemment, il y a tout ce qui se passe au niveau du dépôt de loi, du dépôt du projet de loi sur la laïcité. Ça commence à, disons, à ruer dans les brancards, à Westmount, en anglais, s'il vous plaît, manifestation, 200-400 personnes qui ont entouré l'école, comme dans les bonnes manifestations alentour des écoles. On se donne la main, puis on s'embrasse, puis envoyez donc. Et puis, ben là, on commence à voir un peu ce qui va se passer, là. Est-ce qu'on assiste, et ça commence à circuler dans les médias, est-ce qu'on assiste à la reprise, pas tout à fait, mais un semblant de reprise de l'époque de l'après-référendum de 1995, c'est-à-dire des fusions des municipalités, là, la diffusion. Là, on a voulu, quand ça a passé proche à 50-50, on a voulu retirer Montréal du Québec, l'amener dans le Canada. Ah non, c'était rendu fou, là. Et je peux vous dire une chose, Alexandra et Hugo, que je suis assez vieux, j'ai vécu les deux époques. Il y a beaucoup de ressemblances. C'est les mêmes acteurs. Là, je voyais Jack Jedwab à Anne-Marie Dussault ce soir. Je vois Julius Gray, Maître Gray, qui était l'avocat contre la loi 101. Puis là, on voit que ça s'organise, là. Et est-ce que les tenants, mettons, de la laïcité vont s'organiser? Est-ce qu'on va avoir la contrepartie à tout ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont répondre aux tenants des signes religieux? Alexandra, est-ce que tu vois comment tu vois ça, toi? Un matin, justement, j'ai parlé avec Hugo. Justement, je me posais la question parce que j'avais des débats avec des laïcards, des gens qui, tu sais, on enlève la croix, on enlève tout. Le problème, c'est que je voulais savoir qu'est-ce qui contredisait la Charte canadienne des droits et libertés. C'est une loi sur la laïcité. Pourquoi ça contredit la Charte des droits et libertés canadiennes? Puis je suis allée voir, j'ai pas fouillé bien loin, mais je suis allée voir sur Wikipédia, puis la Charte canadienne est basée sur le principe de la suprématie de Dieu. Oui, madame. Donc, on est dans un État religieux. Exactement. Donc, la laïcité est directement en opposition avec les principes fondamentaux du pays du Canada. Tout à fait. Tu as tout compris, Alexandra, c'est juste ça. Dans le fond, c'est plus avantageux au Canada d'avoir une religion, peu importe laquelle, que de ne pas en avoir. Tout à fait. Et c'est les deux grandes visions de ce monde qui s'affrontent. C'est-à-dire un État religieux versus un État laïque. C'est ce qu'il y a en France depuis 1905, Hugo, je pense. Oui, il y a eu un épisode en 1905. En France, il y a eu plusieurs époques là, de tractation sur la laïcité. Il y a eu une loi, je pense, promulguée en 1905. Je pense que c'est à cette époque-là que les mobiliers religieux ont été sécularisés, puis donc là, c'est l'État qui est devenu propriété de l'État. Donc, ça a été une grosse page d'histoire sur la laïcité en France. Et j'ai vu aujourd'hui que d'abord, le mot laïque, ça vient du 13e siècle, si je ne me trompe pas, au début. Donc, un laïc, c'est tout ce qui n'est pas un clerc, en fait. C'est l'équivalent du mot citoyen. C'est-à-dire, quand on dit quelque chose qui n'est pas militaire, on dit c'est civil. Donc là, la laïcité,
c'est un concept du 13e siècle, si j'ai bien compris. Et, donc, c'est tout ce qui n'est pas clérical, tout ce qui n'est pas religieux. Ce qui est séculaire, c'est la laïcité. Donc, c'est vraiment... ça puise ses racines vraiment profondément dans l'histoire de la philosophie. Donc, la thèse qui dit que ça serait une nouvelle stratégie québécoise pour exclure des communautés en particulier, ça fait vraiment aucun sens. Dans notre histoire québécoise, c'est-à-dire que dans la nation ethnico-culturelle québécoise, canadienne, française, on a un petit peu dans nos gènes inscrit la laïcité, depuis l'immigration. Oui, Hugo, je vais te demander juste une chose. Je vais t'écrire sur ton Facebook, là, d'essayer, peut-être, je sais pas si ça va fonctionner, parce que il y a comme un petit temps entre le temps que tu parles et comme un petit retour de son. Peut-être un petit peu de t'éloigner de ton micro, peut-être un petit peu. Je peux, si je veux. Ah, OK. Parce que quand à Alexandra, le son est excellent. Donc, ouais, ben, disons que disons que le début de la laïcité, c'est pas d'aujourd'hui, mais parce qu'il y a toujours eu des militants pour la laïcité. Notamment, si on regarde même l'époque des patriotes de 1837-38, beaucoup voulaient séparer l'Église de l'État et c'est pas nouveau, c'est pas un concept nouveau. Mais là, dans le débat actuel, que ce soit au Québec ou au Canada, c'est pas seulement qu'ici que ce débat-là a lieu. En France, en Europe, il y a beaucoup de pays qui veulent séparer l'Église de l'État et de vouloir avoir un pays, disons, qui est laïque, un peu comme en France. Par contre, là, comment je pourrais dire, moi, je veux pas attaquer un groupe en particulier, mais il reste que dans le débat qui nous concerne actuellement, si on en est rendu à déposer une loi sur la laïcité, moi je suis tout à fait d'accord, là. Et ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire d'ailleurs. Le premier ministre Legault a tout à fait raison. Mais c'est deux concepts vraiment là, du monde là, qui s'affrontent. Et le multiculturalisme, Alexandra, tu as tout à fait raison, comme je te disais tantôt, de le dire et de le mentionner. Mais et là, c'est dans dans ce projet de loi et dans ce débat qui va avoir lieu au Québec là, depuis la semaine passée, qui a lieu, là, et qui va, disons, en principe, se terminer vers le 15 juin prochain, mais ça, c'est évident que le débat ne se terminera pas là, ça s'arrêtera pas là. Les tribunaux vont peut-être être saisis de la chose, etc., etc. Manifestation, on me dit déjà qu'il y a une manifestation d'ici 2-3 semaines, une semaine ou deux, et je sais aujourd'hui, dans certains cafés de Montréal, on m'a signalé que les esprits se sont échauffés. C'est-à-dire les gens de la FTQ contre les gens de la CSN. Les gens de la CSN ils étaient plutôt du bord de Québec solidaire, puis les gens de la FTQ du bord de la CAQ. Voyez-vous un peu là où on se situe? Fait que et déjà quand en tout cas mon contact me disait que quelqu'un qui a affirmé dans le bar ou dans le café, peu importe, là, qui était pour la charte de la laïcité, s'est fait traiter de fasciste. Fait que tu vois comment ça commence les discussions. Fait que un peu comme Mathieu Bock-Côté le disait à son émission, à l'émission qu'on a fait entendre en France lundi soir, il n'y a pas moyen de discuter, Alexandra. Je sais pas si tu le vis de ton côté. Il
dans ton coin de pays ou sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a moyen de discuter de tout ça? Je pense pas. Moi, de mon côté, j'ai mon réseau qui est d'accord, mais à part ça, là, si on s'en va jouer de l'autre côté, il n'y a rien à faire. Et quand on regarde aussi, on regarde aussi ce qui se passe dans l'actualité à Westmount ce matin, ben là, c'est les Anglais de Montréal qui, eux, représentent la vision multiculturaliste du Canada, qui ont avec eux comme coéquipiers les différentes religions, les militants des religions. Et de l'autre côté, ben il y a les militants, mais qui sont pas trop bruyants, là, qui sont d'accord avec le gouvernement Legault, et ces gens-là sont pas mal plus importants, imposants, si on se fie au sondage, à 65-70%, même ça va jusqu'à dépasser 70%, ce qui fait que la majorité ne fait pas trop de bruit. On entend plutôt la minorité, encore une fois, qui fait beaucoup de bruit, Alexandra. Ben, moi, je pense que le vrai problème, c'est tout lié au principe de la suprématie de Dieu de la Charte canadienne. Sur la page de Legault, j'ai eu un débat avec une madame, justement, qui disait c'est une loi hostile envers les religieux, les femmes musulmanes. Moi, je suis allée la voir et j'ai dit non, c'est une loi hostile vers l'intransigeance religieuse. C'est uniquement ça. Puis elle persistait dans sa pensée. C'était il y a plein de femmes qui vont être isolées à cause de ça. Puis là, j'y ai répondu, c'est pas de la compassion que vous faites, c'est de l'infantilisation. Simple. On dirait que le principe qu'une religion doit être sacrée est ancré dans nos têtes. Mais excusez, je vais rassembler un peu mes idées, mais j'ai toujours eu l'impression que le principe de la liberté de religion surpassait toutes les autres libertés de conscience. Donc, puis j'ai donné l'exemple aussi, par exemple, de l'abattage rituel. Le principe religieux peut outrepasser les règles d'abattage qu'on s'est données pour mettre à mort un animal vite et sans douleur. Donc, la liberté religieuse est supérieure à la liberté de conscience de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, mais qui voudrait que les animaux soient abattus décemment. Oui, c'est évident que ça, c'est... Disons que l'abattage des animaux, c'est un autre dossier. C'est dans un dossier, disons, connexe, mais il serait temps à un moment donné qu'on s'y attarde un petit peu. Ne serait-ce que pour les plaintes à la SPCA, pour voir est-ce que ça a déjà été fait. J'imagine que oui. Ça a l'air qu'on fait pas beaucoup de... On ne fait pas beaucoup de suivi là-dessus, mais... Moi, je trouve que son exemple est bon parce que dans son exemple sur l'abattage religieux, c'est que l'État s'est donné des règlements d'abattage. Et donc, étant donné qu'une religion en particulier a un rituel d'abattage religieux, ben là, ça surpasse les critères de l'État séculier qui s'est donné. Parce que le religieux est plus sacré. Autrement dit, l'État religieux est supérieur en droit à l'État politique. Donc, ça devient un État. Ça devient un État dans un État. Puis d'ailleurs, c'est quand on regarde, on revient aux vêtements. Je veux dire, il ne devrait pas avoir de problème à demander de ne pas mettre une sorte de vêtements. Je veux dire, il y a des uniformes au travail, puis il faut s'y plier. Mais on infantilise les religieux.
Eux autres, ils peuvent outrepasser. C'est comme un passe-droit. C'est comme ma carte, je crois en Dieu. Puis on peut se déroger de toutes les règles. C'est le principe. Ah oui, puis... Dieu est supérieur à tous les autres principes, on dirait, au Canada, parce que c'est basé sur la suprématie de Dieu. Ah, c'est clair. Déjà au Québec, les fonctionnaires, dans beaucoup d'emplois, là, ils n'ont pas le droit d'afficher des signes d'opinion politique, mais un signe religieux, là, ça poserait problème. Mais Il faut s'habiller propre en général au travail. On met pas des t-shirts dégueulasses de heavy metal puis de Pokémon. C'est juste des règles vestimentaires, puis tout le monde devrait s'y plier, même religieux ou pas. Là. moi, je me verrais mal aller travailler comme caissier dans une banque avec un chandail de Pierre Falardeau. C'est vrai? Ben, c'est ça, ou un juge qui aurait une pine d'un parti politique, c'est impensable. Ben, t'as tout à fait raison, mais dans le débat... Un juge qui aurait une pine du Parti libéral, même aussi petite qu'elle soit, ça serait impensable. Là. Ouais. Donc, pour un signe religieux, c'est la même chose. Tu peux pas, si t'arbores ta religion, c'est comme si que t'exposais ta non-neutralité. Oui, mais il faut bien comprendre dans le cas dans ce cas-ci, dans le cas qui nous concerne, au niveau de la loi 21, projet de loi 21, des choses intéressantes qui se sont passées aujourd'hui quand même. Mais c'est vraiment, là, puis on le constate, là, c'est vraiment deux visions opposées. Diamétralement opposées, complètement, mais il y a toujours un petit quelque chose en arrière de ça. C'est-à-dire, les maudits nationalistes québécois sont-tu fatigants? Là, le PQ est disparu, quasiment disparu, disons-le. Là, on peut pas dire qu'il est bien fort de cet incite, mais qu'il y en a qui ont pris à relève. Puis c'est la CAQ. Puis Legault, il m'a surpris aujourd'hui, le premier ministre Legault m'a surpris aujourd'hui dans sa déclaration qui disait, ils iront travailler ailleurs. Je dis, ouais, OK, ça part bien. Je trouve que quand on demande, moi, quand je demandais au premier ministre du Québec de mettre ses culottes puis de se tenir debout, je trouve qu'il va encore plus loin de ce que je lui demandais. Il dit, ils iront travailler ailleurs, c'est fini là, c'est pas content, ben regarde, il y a bien d'autres jobs dans bien des domaines ailleurs. Puis en plus de ça, là, mais ils vont pouvoir aller dans le privé. Oui, mais en plus de ça, là, écoute, là, puis là, on va jouer les vierges offensées, ça va broyer, ça va déchirer leur chemise. Ça a déjà commencé il y a 1 an, Alexandra, tu te souviendras, qu'il y a une jeune fille qui a dit, vous brisez mon rêve parce que je vais être policière, puis j'ai mon chador, puis vous allez briser mon rêve. Et non, on brisera pas ton rêve, tu peux devenir policière, il y a aucun problème, et tu enlèves ton foulard sur ton corps de travail, puis tu le remettras après. C'est pas plus compliqué que ça. Puis tu vas pouvoir être policière, passe les examens, il n'y a aucun problème. Si tu passes, là, tu vas l'être policière. Et puis tu vas le réaliser. C'est juste l'intransigeance religieuse. Exactement. Puis ça, c'est au-dessus de leur carrière. Ils sont croyants en maudit, ce monde-là. Mais c'est des adultes, ils font des choix. Ils sont croyants et il n'y a plus beaucoup de Québécois qui sont croyants de même au Québec, là, prêts à refuser un emploi pour tes croyances, disons, catholiques. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu ça. Moi, un Québécois ou une Québécoise qui refusait un emploi parce qu'il était catholique. Il voulait absolument porter sa croix, là. Il voulait absolument la porter sur son corps de travail. Sinon, là, il prend pas un job. Jamais vu ça. La très grande majorité du monde au Québec sont très raisonnables, là. Je suis sûre de ça, mais les intransigeants sont supportés par la Charte canadienne. Et je pense que la Charte canadienne, puis tu as tout à fait raison de le dire, de le faire remarquer, Alexandra, que
c'est, je sais pas c'est quel article, mais je pense que c'est le premier article que le Canada je sais pas le libellé exact, là, mais c'est le premier article qui dit que c'est la primauté de Dieu. C'est quoi ça dit? C'est ça. C'est basé sur le principe de la suprématie de Dieu. Exact, c'est ça. Ça fait que, tu sais, on peut pas dialoguer, là. Mais on sait très bien, et Hugo, j'aimerais t'entendre, que c'est un combat souverainiste fédéraliste. Est-ce que tu le vois de même aussi encore un peu? Français contre anglais? Oui, ben, en fait, là, c'est... ça vient s'inscrire dans le combat indépendantiste, malgré que c'est pas l'objectif de la laïcité, c'est pas de produire l'indépendance du Québec, mais ça a un lien de cause à effet, dans le sens que la pensée laïque étant irréconciliable avec la pensée religieuse de l'État canadien, c'est comme l'huile puis l'eau. À un moment donné, c'est des visions qui peuvent pas coexister éternellement, là. Donc, ça vient s'ajouter à toute la somme des raisons qui font que le Québec n'est pas assimilable dans le Canada. Et vice-versa. Donc, à terme, oui, je pense que ça peut conduire à une séparation avec parce que c'est deux idées radicalement opposées. Toi, tu dis que ça peut aller jusqu'à la souveraineté du Québec, toi, ça, ce dossier-là? Ça peut mener à... Parce que c'est pas le premier qui dit ça, là. Je pense que c'est deux philosophies du monde qui sont irréconciliables. Le Canada, c'est un pays impérialiste. Puis leur méthode pour imposer leur impérialisme, ça a toujours été d'imposer des États religieux. Puis il semble que le Québec puis certains élites québécois aussi ne veulent pas se soumettre à cet impérialisme-là canadien. Puis maintenant, là, tantôt tu parlais des luttes en ce moment. Ce que je vois, là, c'est un juriste comme Julius Gray qui appelle... on dirait qu'il y a une alliance entre les mouvements gauchistes qui puis là, on dirait que il y a des juristes, c'est quand même assez inquiétant que des juristes comme Julius Gray commencent à appeler à la désobéissance civile, puis des mairesses comme Valérie Plante. Donc là, franchement, je ne sais pas ce que ça va nous mener tout ça. Oui, ben j'aimerais vous lire, Alexandra, Hugo, un texte, c'est pas très long, de Mathieu Bock-Côté, signé hier. C'était dans le Journal de Montréal. Je sais pas si c'était dans le Journal de Québec. Est-ce que tu l'as lu, Alexandra? Au Québec, c'est comme ça qu'on vit? Non, je l'ai pas lu. T'as pas lu ça? Hugo? Non, je suis pas tombé dessus. Ah, OK. Bon, ben je vais vous lire ça, puis vous allez voir que soyez attentifs, mesdames et messieurs. Je vais essayer de bien le lire, de prendre mon temps, parce que
C'est un texte qui explique la situation, puis Mathieu Bocoté est en plein dans le mille dans ce texte. Et ça va comme suit. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Il faut l'admettre. François Legault assume très bien la fonction de premier ministre. On l'a encore constaté dimanche avec son adresse à la nation dans le dossier que l'on aime dire explosif de la laïcité. François Legault n'est pas un tribun d'exception. Ce n'est pas un orateur né. Pourtant, il a trouvé le bon ton. Comme si, en la matière, son sentiment correspondait à celui des Québécois. De manière simple, conviviale et bonhomme, François Legault a expliqué le projet de son gouvernement en insistant justement sur sa modération et le bon sens qui l'inspire. Alors qu'une campagne de diffamation odieuse s'engage contre le Québec, porté à la fois par le gouvernement fédéral, le Canada anglais, la coalition PLQS et l'extrême gauche multiculturaliste, cette parole simple, ne doutant pas de son autorité légitime, est venue clarifier les termes du débat. Le gouvernement du Québec ira jusqu'au bout et ne se laissera pas intimider par ceux qui assimilent la laïcité à l'exclusion, à la xénophobie ou au racisme. Ce que révèle la virulence de ces attaques, c'est la haine envers le Québec. Dès qu'il affirme son propre modèle de société et se dégage de la vision très orientée des droits fondamentaux privilégiés par Ottawa, on l'accuse de suprémacisme ethnique et de brimer les libertés. Soyons clairs. Pour le Québec, la bataille de la laïcité est la plus importante bataille depuis le référendum de 1995. Il s'agit d'affirmer la laïcité. Il s'agit aussi de sortir du multiculturalisme canadien. Nous défions le régime de 1982. Nous n'avons pas le droit d'échouer. La formule de conclusion de François Legault dans son adresse à la nation était très claire. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Manière comme une autre de dire, à Rome, on fait comme les Romains. Et au Québec, on respecte le mode de vie des Québécois. Voilà le texte de Mathieu Bock-Côté. Et en avant-dernier paragraphe, il nous dit, et je tiens à vous le redire et le répéter, soyons clairs, pour le Québec, la bataille de la laïcité est la plus importante bataille depuis le référendum de 1995. Il s'agit d'affirmer la laïcité. Il s'agit aussi de sortir du multiculturalisme canadien. Nous défions le régime de 1982. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Moi, je dis, nous n'avons pas le droit de perdre. Hugo? Ouais, c'est. Ah oui, il amène beaucoup de bons points, là. C'est clair. Sa petite phrase, là, au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Moi, je pense que. Je ne sais pas si ça va marquer l'histoire, là, mais c'est certain que ça va marquer son mandat comme premier ministre, parce que cette petite phrase-là, on dirait que c'est. Ça fait longtemps que les Québécois, on essaie toujours de s'excuser d'exister, puis on veut toujours trouver des justifications morales puis humanistes à toutes nos opinions, puis aux façons qu'on veut vivre. Ben, j'ai trouvé que cette petite phrase-là elle faisait du bien, puis c'est comme si que là, tu sais, on dit, là, tu sais, ça fait 10 ans qu'on parle de laïcité, là. Donc là, on a entendu vos arguments, puis là, on passe à l'acte. On statue. Au Québec, c'est comme ça qu'on vit, puis
on peut prendre des décisions pour nous-mêmes sans justifier tout le temps. Là. Moi, je pense que c'est un slogan qui va passer à l'histoire un peu. Alexandra, je te laisse la parole à l'instant, juste pour vous dire, Alexandra et Hugo, que Carl s'en vient dans pas grand temps. Là, je le vois qui est en train de s'ajuster. Donc, quand il sera prêt, je vous ferai signe. Alexandra, au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Et quand Mathieu Bock-Côté nous dit, soyons clairs, pour le Québec, la bataille de la laïcité est la plus importante bataille depuis 95. Il s'agit d'affirmer la laïcité et de sortir enfin le multiculturalisme canadien, et nous n'avons pas le droit de perdre. Et évidemment, comme Hugo le disait tantôt, à la fin du discours de François Legault, dimanche soir, qui disait « Au Québec, c'est comme ça qu'on vit », ce slogan-là, là, il a été pensé, là, n'est-ce pas? Je pense que oui, parce que ultimement, la bataille pour la laïcité, ça peut devenir une excellente raison justement pour se séparer du Canada. Moi, cette phrase-là, je la vois un peu comme « mêlez-vous de vos affaires ». Puis la Charte canadienne des droits et libertés, on l'a jamais signée. Moi, ça arrêterait là. Si quelqu'un avait le moindrement un peu de courage en politique, là, je dirais la Charte canadienne, on l'a pas signée. Ça s'applique pas ici. Exact. Ici, c'est comme ça qu'on vit. Excellent point, Alexandra. Et je pense que, écoute, va falloir qu'on commence, là, puis je vous dis, là, mesdames et messieurs, ceux qui sont à l'écoute, va falloir commencer à s'habituer au style de premier ministre de François Legault. Et je m'explique en 2 temps, 3 mouvements. Deux actions vraiment qui m'ont marqué. Le pétrole sale de l'Alberta. Quand François Legault a dit ça, il savait probablement ce qu'il faisait. Quand même pas un cave, c'était un premier ministre. Là, il dit le pétrole sale de l'Alberta, ils sont montés des rideaux là, au Canada anglais. Et là, il vient de dire, c'est des phrases là, tu sais, le pétrole sale, ça, tout le monde comprend ça. Puis au Québec, c'est comme ça qu'on vit, tout le monde comprend ça. Lui, il va dans la formule simple et je pense que c'est de même que ça marche. Un politicien là, ou quelqu'un qui veut faire de la politique là, sans pour autant être d'accord avec tout ce que Donald Trump fait, puis d'autres politiciens populistes, c'est la façon la plus puis je vais aller chercher de l'autre côté, hein, mesdames et messieurs, oubliez pas, là, Catherine Dorion est dans ce style-là. Elle parle comme le petit peuple, là, elle parle comme le monsieur, madame, tout le monde, Catherine Dorion. Puis Donald Trump, même chose. Puis François Legault, la même chose. C'est de même que les gens se reconnaissent dans quelqu'un qui sent qu'on leur parle à eux. Et de dire au Québec, c'est comme ça qu'on vit, me semble que ça vient chercher. Et je suis pas surpris, moi, de le taux d'appui que les sondages donnent à François Legault et du projet sur la laïcité. Puis quand François Legault le dit, puis c'est pas moi qui le dis, c'est Alexandra qui vient de le faire remarquer, c'est quand il dit que, ou Hugo, je sais pas, là, mais que ça fait assez longtemps que ça traîne, la laïcité. Ça fait 10 ans. Il l'a dit aujourd'hui, ça fait 10 ans. Vous autres, les libéraux, qu'on discute encore 2 puis 3 ans, vous allez encore être contre. C'est ça que j'ai compris aujourd'hui, si vous avez entendu les nouvelles. Fait que, lui, là, on dirait qu'il a le sens, disons, de monsieur et madame tout le monde. Je sais pas si je me trompe, là, mais moi, je le vois le même. Tu sais, le pétrole sale, au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Vous autres, les libéraux, on vous donnerait 2 ans de plus, vous seriez encore contre. Fait que, tu sais, moi, je trouve qu'il est sur la bonne voie, le gars. Puis... Ouais, mais c'est un homme qui parle pas beaucoup. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai. On dirait que c'est le contraire de Jean-François Lisée, tu sais. Oui. Jean-François Lisée, lui, il en met, il beurre épais, puis il a découvert une nouvelle stratégie, puis la stratégie, ça va... C'est vrai qu'on peut être 2-3 jours sans entendre parler. Ça va passer par là, puis... C'est vrai qu'on peut être 2-3 jours, Hugo, là, Alexandra, à ne pas entendre parler de François Legault. Des fois, là, dans une semaine, on le voit lundi, puis après ça, le jeudi. On le voit pas toujours. Tu sais, c'est pas un Donald Trump, pas un Justin Trudeau qui court les caméras. Et moi, je soupçonne... Ah, c'est ça, mais... Vas-y. Quand on entend parler de lui, c'est parce qu'il agit, il fait quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge, puis c'est pas juste du blabla.
Et aussi, je voulais dire que la petite adresse à la nation qu'il a faite, son petit vidéo, là, c'était vraiment intéressant. Là, avec son adresse à la nation, on voit que, tu sais, il apparaît peut-être d'avoir la stature d'un homme d'État un peu, tu sais, parce que il s'adresse directement à son peuple. Donc, ça, j'ai trouvé ça bon. Moi, j'ai mon ordinateur là, qui m'amène toujours sur le clavardage. Y a-t-il quelqu'un qui a un ordi là, qui pourrait aller vérifier quelque chose pour nous, pour notre information? Sur YouTube, François Legault, combien est-ce qu'il a été vu de fois, cette petite vidéo-là? Je sais qu'il a peut-être été vu sur bien des plateformes, là, mais disons sur une ou deux plateformes, parce que je sais que la presse l'a diffusé. Est-ce que ça compte? Ils ont pris ça sur YouTube? Je le sais pas. Mais j'aimerais ça savoir, parce que je peux vous dire une chose. Et Alexandra, peut-être tu m'écoutes depuis, je sais pas depuis combien de temps que tu nous écoutes ici sur radioinfocité.com, mais je peux te dire que il y a à peu près 1 an et demi, je te dis pas Noël dernier, là, qu'on vient de passer, l'autre avant. On était en 2017, peut-être le mois de septembre, octobre, même, je dirais peut-être le mois de novembre. Là. Je dis au PQ, parce que je l'ai dit aux gens, moi j'ai voté PQ à la dernière élection, mais demain matin, si j'avais revoté, je vote CAQ demain matin. Ça, c'est clair. En passant, le PQ, on ne voit pas bien à cet incite. Mais j'avais dit au PQ, faites des petits vidéos, pas plus que 2 minutes. Ça s'écoute vite, puis ça va. Puis les gens, sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas le temps. La vie va vite aujourd'hui. Tu fais un petit 2 minutes, tu lances ton message, puis bing, bang, c'est pas trop long. Pif, paf, ça passe. Ils l'ont fait, le PQ. Ils ont été dans le Salon Blanc, dans l'Assemblée nationale. Ils en ont fait 2-3. Pascal Bérubé, Jean-François Lisée, puis un autre. Ça a été terminé, ils n'ont plus jamais refait. Moi, je pense que le petit 2 minutes... l'information. Le petit 2 minutes que François Legault a fait, là, dimanche à 17h30, là, écoute, je peux vous dire, là, Alexandra, Hugo, peut-être Carl va se joindre à nous dans quelques minutes. Moi, j'ai été l'attaché de presse, l'attaché de presse de Gilles Réaume pendant à peu près 6-7 ans, qui était un des meilleurs en communication au Québec, l'ex-président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Mouvement national des Québécois. Écoute, Gilles Réaume, là, t'as déjà entendu parler de Gilles Réaume, Alexandra? Oh oui. Et lui, là, il me disait, écoute, François, si tu veux passer quelque chose, là, il y a des moments dans l'année, là, que tu vas passer tout de suite. Tu veux passer des médias pendant les périodes de vacances de la construction, entre Noël et le jour de l'an. Puis le dimanche matin, n'importe quand, là, ils n'ont pas trop de nouvelles. L'équipe, puis ils connaissaient les médias en maudit. L'équipe des médias, des journalistes du journal de semaine change à midi, à peu près le vendredi, puis après l'heure du midi, c'est l'équipe de fin de semaine qui arrive, puis souvent, il n'y a pas grand-chose en politique. Là, Legault arrive dimanche et dit... Il n'y a rien qui se passe, là. Pas grand-chose, là. Les journalistes sont pas à Ottawa, tous les dossiers de SNC, Lavalin, il n'y a rien dimanche. Moi, j'apprends, Legault va s'adresser à la nation à soir. Ah oui? Il me dit, la voix à soir, c'est tout le monde en parle, puis tout ça. Il dit, non, à 5h30. Oh, il dit, OK. Là, il va avoir l'attention, il va avoir les spots sur lui partout. Mais il était même pas à Québec, il avait enregistré ça. Fait qu'il y a une équipe de communication derrière lui, François Legault, qui est, à mon sens, là, que je commence à découvrir, là, assez forte. Assez forte, merci. Et je pense que l'adresse de Legault dimanche, un petit 2 minutes bien placé, puis qui termine ça ici au Québec, c'est comme ça qu'on vit. On en parle encore 4 jours plus tard, puis on en parle encore dans les réseaux sociaux. Fait que Legault, là, il frappe dans le mille, à mon sens, là. Carl, salut, comment ça va? Attends, juste introduire Carl. Carl, est-ce que tu nous entends? Moi, je t'entends pas. Je t'entends pas du tout. J'entends Alexandra et... non, j'entends pas. Je t'entends pas. Carl, joue avec tes boutons, là. Je sais que tu nous entends, mais il y a quelque chose de ton côté que je n'entends pas. Excuse-moi, vas-y, continue, Hugo. Ouais, c'est ça. Donc, je suis allé voir les statistiques juste sur Facebook pour le petit vidéo de François Legault. Et c'est 334 000 vues juste sur Facebook. Donc, là, en plus, je pense qu'il a passé sur les grandes chaînes de TV.
Ah, ben, d'après Donc, moi, d'après moi, si tu as 334 000 vues sur Facebook. Nous voilà. Oui, salut, Carl. Comment ça va ce soir? Ça va très bien. Carl, on a une petite nouvelle ce soir, Alexandra Dallaire-Fortin. C'est bien des Bois-Francs, hein, Alexandra? Ah non, pas du tout. C'est ce que Jean-Marc m'a dit tantôt. T'es au C'est Saguenay? Bois des Filions. Comment Bois des Filions? T'es dans quel coin, là? Moi, je suis dans le coin de la Couronne Nord. Ah, t'es à Bois des Filions. OK, c'est Hugo qui m'a induit en erreur. Hugo, tu me dis qu'elle était du Saguenay? Oui, j'ai du Saguenay, mais Ah, ça fait ah. longtemps que je suis plus là. Ah, OK. Comme, bon, ben, c'est comme Carl vient de Québec, mais il fait longtemps qu'il n'est plus à Québec. D'ailleurs, Carl Brochu a écrit sur Facebook que je venais du lac Saint-Jean. Oui. Pour insulter un Saguenayen, c'est oui. Moi, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je vais t'expliquer quelque chose, Alexandra. Les tourtières du lac Saint-Jean, c'est pas les meilleures. Oh non. La meilleure, c'est celle de Hein? Comment tu dis? On va se chicaner, là. Ouais, ben la meilleure, c'est celle de Montréal. Non. Je vais t'expliquer ça pourquoi. Je dis à tout le monde que les gens du lac Saint-Jean, ils n'ont pas assez d'argent pour se faire des tourtières. Ils sont obligés de mettre plein de patates dedans. Fait que nous autres, à Montréal, on va chez le boucher, puis on va s'acheter de la bonne viande, puis on met ça dans nos tourtières, puis on met pas de patates dedans. Puis c'est bon, je te dis, Alexandre, pas de ketchup américain, là, de Buffalo, là. C'est des pâtes à viande, ça. C'est pas de la tourtière. Puis là, là, ensuite... J'ai déjà travaillé dans une épicerie, puis à chaque fois que je voyais passer une affaire tourtière de Saint-Hubert, j'étais fâché. T'es fâché? Monde. Mais c'est parce qu'ils goûtent jamais pareil, les tourtières du lac Saint-Jean. Les gars vont en chasse, une année, ils pognent de la perdrix, ils mettent ça dedans. L'autre année d'après, ils pognent les noix, ils mettent ça dedans. Ils goûtent jamais pareil. Puis en plus, pour mélanger tout ça, ils mettent des patates. Fait que, moi, je les fais choquer. Moi, ce que je fais choquer le monde aussi. On met tout du bouillon de bœuf. Du bouillon de bœuf. Oh. Oui, c'est ça le secret, c'est le bouillon de bœuf. Non. Bon, on s'en reparlera. Tu vas voir qu'on va faire une émission culinaire un soir. La meilleure recette des tourtières. Puis tu vas voir qu'à Montréal, on a des bonnes chances. Ceci étant dit, nous allons revenir, chère Alexandra, à Carl. Carl, comment t'as vécu ta journée, là? Le premier ministre Legault qui dit que si vous portez vos signes religieux, vous irez vous trouver un autre job ailleurs. Ben moi j'ai sur Facebook j'ai lu mes envois là, les posts de tout le monde là, j'ai fait le tour. Puis un post qui m'a accroché en particulier, c'est l'histoire d'une étudiante qui est en train de faire son stage en enseignement au primaire, qui est voilée, qui pourra pas appliquer sur une job en enseignement là en septembre prochain parce que la nouvelle loi là va lui interdire de porter son voile. Donc moi quand j'ai lu ça, j'étais très sympathique à cette madame-là. Je trouve ça de valeur qu'elle puisse pas accéder à cette job-là parce qu'elle tient absolument à son signe religieux. Puis en même temps, ben c'est ça là. Je me demande jusqu'à quel point on est rendu là au Québec où on pensait d'avoir sorti la religion là de l'État québécois. Puis tranquillement, on s'est pas trop occupé de nos affaires depuis plusieurs années. On a laissé ça entre les mains de nos adversaires qui ont réussi à mettre en place un système d'éducation là qui les mène au mondialisme. Puis il est très difficile en ce moment là, d'expliquer à des enfants pourquoi on interdit à cette dame-là d'enseigner. Ah oui, mais on va au gars qui va y mettre la serviette, puis on va se mettre des mouchoirs, puis on va s'en aller au salon mortuaire, là, puis on va jouer aux pleureuses, là, un soir. Là. À un moment donné, il faut arrêter, puis il est déjà chanceux qu'il y a la clause grand-père. Oui, mais... Tantôt, oui, tantôt, à l'émission de Paul Larocque, là, il y avait deux enseignants qui portaient le voile. Là. Ouais. Ou deux étudiantes en enseignement qui voilaient. Puis,
Pendant peut-être 20 minutes, 15-20 minutes qu'a duré l'entrevue avec Paul Larocque, là, jamais il n'y en a ni une ni l'autre qui ont mentionné que éventuellement ils pourraient aller dans le privé pour faire leur carrière, étant donné que dans le privé, ça ne s'appliquera pas. Ils n'ont même pas trouvé le moyen de dire ça, donc c'est la malhonnêteté de leur argumentaire. Ça me laisse toujours un goût amer un peu. Mais je vois que tu as un petit sourire là, actuellement. C'est pourquoi tu souris? Hugo? Moi, ça? Oui. Je vois que tu as un petit sourire. Non, c'est la lumière qui le... Non, ouais. on dirait qu'il a lu quelque chose. On dirait qu'il a lu quelque chose qui l'a fait sourire. Là, puis il avait l'air à être focusé ailleurs. Je sais pas, peut-être un commentaire. Non, mais ça doit être ma nature coquine. Oui, tout à fait. Alexandra, comment t'expliques ça à un enfant de 5 ans, là, que cette dame-là, qui est stagiaire actuellement dans une école primaire, ne pourra pas enseigner au mois de septembre parce qu'on lui refuse son voile comme enseignante? Comment t'expliques ça, Alexandra? Est-ce que... moi, j'essaie de faire l'avocat du diable ce soir, les gars et Alexandra. Et moi, je veux avoir l'avis d'Alexandra là-dessus. Comment ça peut être perçu aussi? Là, à Bois-des-Filions, là, tu fréquentes des gens autres que les gens du Saguenay. Moi, qui viens de Québec, je le vois que je suis dans une autre culture à Montréal. Puis, toi qui viens de l'extérieur aussi, tu dois remarquer un peu où on en est rendu dans la région. Quelqu'un de... Oui. Mais tu sais, pour le monde de ma région ici, dans la couronne nord, là, Montréal, c'est le Mordor. Là. Tu vas pas là. Mon chum, justement, il a accepté un poste avant, il était à Montréal, puis là, il est parti à Mirabel. Il veut plus rien savoir de Montréal. Pas être à Montréal, c'est rendu un plus maintenant en emploi. On se sent pas du tout proche de Montréal. Les banlieusards. Oui. Oui, puis... Laval, c'est plus proche, là, mais quand on part Bois-des-Filions, Rosemère, Sainte-Thérèse, c'est pas très proche de Montréal, là. Non, puis vous autres, vous avez affronté un trafic monstre soir et matin pour vous rendre au travail. Là, c'est vraiment pénible parce que la couronne nord s'est développée énormément. Puis il n'y a pas un système routier là, qui peut tenir là, la hausse là, de la population dans ce coin-là. Puis il va falloir trouver des solutions. Là, ils ont mis le métro à Laval. Mais ça règle pas les énormes bouchons que vous avez. Moi, je vivrais pas à Grand-Mère, puis pas à Grand-Mère, mais dans le nord, là, puis aller travailler à Montréal. Faut que tu te lèves à 4 heures du matin, puis tu finisses à 2 heures l'après-midi. Nous autres, on n'est pas dans le nord tant que ça. On a été chanceux. Bois-des-Filions, c'est vraiment proche d'autoroute, là, mais c'est plus achetable. T'sais, un jeune là, qui veut avoir une maison dans ce coin-là, Sainte-Thérèse, Rosemère, Bois-des-Filions, Lorraine, c'est encore pire. Tu peux pas, là, c'est hors de prix. Il faut qu'on se ramasse dans la campagne, dans les fosses sceptiques, puis pas de service, rien. Ça prend 40 minutes de là-bas à se rendre à Bois-des-Filions. Fait qu'imagine à Montréal, ça prend 2 heures de route. C'est pas allable, là. Si tu travailles à Montréal, tu peux pas. Ah non, c'est ça. Ça rend la vie très difficile. On est vraiment pognés, les jeunes familles. Les maisons neuves dans le coin de Rosemère, là, dans les quartiers nœuds, des maisons 2 étages, c'est pas en bas de 300 000 maintenant. Puis ça fait des paiements mensuels. Là, je le vois, moi, dans les quartiers de construction, c'est qui ramasse les maisons. Puis c'est souvent des 2e, 3e acheteurs. Mais c'est ça, puis le trafic. Et donc, ton chum a refusé une job de Montréal pour en accepter une à Mirabel. Non, vas-y. Il était à Montréal, mais là, ils ont fait des pressions à l'employeur pour qu'il ouvre un bureau à Mirabel. OK. Il reste dans le couronne nord. Comme ça, les gens, là, ils essaient de se pousser le plus possible de Montréal. C'est rendu ça l'attrait
dans les entreprises. Lui, c'est un évaluateur en bâtiment. Fait que ils ont juste déménagé le bureau, pas besoin d'être à Montréal. Ouais, mais moi, je vais te dire une chose, Alexandra, là. Puis Carl, puis Hugo, ma décision est prise. Hein? Moi, j'étais un gars qui est né sur la rue Saint-Denis puis Bellechasse, et au coin d'Iberville, Bellechasse aussi, après. Et je quitte Montréal. Là. J'ai acheté une maison à l'extérieur de Montréal. Carl sait c'est où. C'était dans un village très, très, très important au Québec, n'est-ce pas, Carl? Oui, très patriotique. Oui, très patriotique. À Saint-Denis-sur-Richelieu, là où les Patriotes ont gagné en 1837. Fait que j'ai acheté une maison là, puis tranquillement, pas vite, je vais décoller de Montréal. Je vais me garder un pied à terre à Montréal, mais pour travailler. Mais aussitôt que je peux foutre le camp de la ville, salut, bonsoir la visite, je suis assez écœuré d'être ici. Ça n'a pas de sens. Les rues sont tout croches. On a une mairie tout croche. Puis c'est tout croche ici à Montréal. Puis tantôt, je l'ai dit, on est arrivé en retard un peu à l'émission, je suis allé me chercher une petite bouteille d'eau Perrier au dépanneur, ça me parle même pas en français. C'est même pas capable de me parler en français. Fait que, tu sais, j'y vais parce que je suis obligé, là. Bon. Mais c'est plus agréable, Montréal. Je vous le dis, là, c'est plus beau. Peut-être parce que je suis écœuré, que je trouve ça moins beau, mais puis là, la ville, puis on regarde ça, puis on va revenir là d'ici la fin de l'émission, mesdames et messieurs. N'oubliez pas, n'ayez pas peur sur Québec solidaire. On va avoir notre chronique PLQS aujourd'hui, Parti libéral du Québec solidaire. Fait que, mais c'est plus agréable. Puis tu sais, quand on dit qu'on a passé en dessous du 50% pour se faire servir de parler en français à Montréal, ben ça va aller en baissant encore, là. Ce qui fait que on voit vraiment là les deux visions, là, les deux solitudes. On dit qu'au Canada, il y a deux solitudes, mais au Québec aussi, il y a deux solitudes. Il y a Montréal, puis Laval un peu, là, puis en dehors de Montréal. Et puis quand je vais, puis là j'ai pas déménagé à Saint-Denis encore, ça va se faire d'ici deux mois à peu près, mais on voit quand on est rendu là, c'est un autre monde. On parle français, on s'attend à être répondu en français, se faire répondre en français, tout se passe en français. Tu sais, t'es comme rendu chez vous. Puis à Montréal, t'es plus chez vous, parce que t'essayes de... Puis moi, je parle pas, là. Je vous dis que je ne parle pas. J'ai jamais eu la nécessité de l'apprendre, le français. L'anglais, je veux dire. Même si je voyage aux États-Unis, moi, me débrouiller. Mais je ne sens pas la nécessité de le faire. Montréal, c'est supposé être une ville française, puis bon, ça finit là. C'est comme ça. Fait que... Mais oui, vas-y. En banlieue aussi, les anglophones ont une toute autre attitude. Moi, où je travaille, les anglophones nous parlent en français. Puis cela va de soi. C'est pas... il y a personne qui essaie d'être baveux, là. Ils connaissent le français, puis ils communiquent avec nous autres en français, puis ils se posent pas la question pourquoi on leur parle pas en anglais. C'est vraiment les anglophones des banlieues, c'est très différent. Moi, je les aime bien, là. C'est tout le temps les histoires d'horreur que j'entends, c'est tout le temps lié à Montréal ou à Laval. Tout à fait. Puis quand tu regardes aujourd'hui la manifestation qu'il y a eu à Westmount, là, regarde, on est dans deux mondes différents, là, complètement différents. Maintenant, j'aimerais vous amener un peu sur l'actualité, ce qui s'est passé aujourd'hui. Concernant justement François Legault, il y a eu des questions, il y a eu une période de questions à l'Assemblée nationale. Et juste avant de passer à ce sujet, je vous rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez contribuer à radioinfocité.com en allant sur le site, notre page d'accueil. Vous allez sur l'onglet PayPal, vous faites votre don. On a besoin d'argent, mesdames et messieurs. Et puis, si vous avez un petit peu d'argent de lousse, là, un peu, là, c'est le moment, ici, à radioinfocité.com, de payer tout ce qu'il faut payer. C'est les factures annuelles qui arrivent. Fait que, gênez-vous pas.
sur PayPal. Ça va arriver à Radio Infocité. Puis, ça va nous aider à payer toutes ces factures qu'on a à payer. En attendant, comme je vous l'ai dit hier ou avant-hier, j'ai tout mis ça sur mes cartes de crédit. Puis, j'attends votre argent pour payer ma carte. Sinon, je vais la payer. Mais bon, c'est toujours aux mêmes, les mêmes qui payent. Fait que là, chez vous, là, c'est un petit peu, ça fera pas de tort. Oui, François. Oui. François, maintenant, là, les gens, ils font beaucoup des dons par virement Interact avec une adresse courriel. Ouais. Ça serait vraiment bien si, je ne sais pas si Jean-Marc pourrait donner une adresse courriel pour un virement Interact pour les dons. Ouais. Le monde fonctionne beaucoup de même maintenant. Ouais, t'as raison. On va regarder cette avenue. Vous expliquez ça assez facilement pour l'Interact, si ça vous intéresse de le savoir. Comment tu dis? Oui, vas-y. Oui, attends un petit peu, Jean-Marc. J'ai pas fini de faire mes annonces. Jean-Marc, j'ai pas fini de faire mes annonces. Tu t'embarqueras tout de suite après, si tu me le permets. Est-ce que tu me le permets? Bon. Demain soir, mesdames et messieurs, 19h30, Radio Infosport, en compagnie de votre serviteur Carl Brochu, Daniel Saint-Hilaire. Et Carl, je veux te passer un petit message de Gary Doston, qui a un club de boxe maintenant, parce que c'est l'émission de sport, hebdomadaire ici sur Radio Infocité, qui est rendu avec un nouveau club de boxe. Et j'aimerais que tu puisses, je vais t'envoyer les communiqués de Gary, et pour que tu puisses en parler demain soir à ton émission. C'est-tu correct, ça, mon Carl? Oui, j'ai partagé son annonce de son nouveau club de boxe. OK. Et je vais communiquer avec demain, tout de suite après le travail, là, vers 3 heures. Excellent, Gary va être bien content. Et puis, c'est toujours plaisant de faire un petit peu de publicité pour nos auditeurs qui ont des commerces. Puis, ceux qui ont des commerces, là, oui, faites-nous savoir. Là, on va en parler de vos commerces parce que, comme le Motel Roberval, Hélène Lavoie va vous accueillir. Là, vous avez planifié vos vacances d'été, mesdames et messieurs. Allez faire un tour à Roberval et puis vous allez voir que vous allez être bien reçus au Motel Roberval. Il y a une piscine chauffée, tout ce qu'il faut, une route de vélo, le zoo de Saint-Félicien, pas trop loin. Fait que Hélène Lavoie, là, vous allez voir qu'elle va bien vous recevoir. Motel Roberval et Gary Doston au club de boxe. Je pense qu'il est rendu dans le bout de Québec. Je sais plus trop où. Il était à la Tuque. Puis là, il est rendu, je sais pas, là, il va vous en parler, mesdames et messieurs, demain soir. Maintenant, Jean-Marc, pour ce qui est des transferts bancaires ou comment tu peux nous expliquer ça? Il est parti. Jean-Marc. Oui. Excuse-moi, j'avais mis mon muet parce que je voulais pas te déranger, parce que je sais très bien que tu es facile à déranger. La façon facile de faire une donation à Radio Infocité via Interact, c'est hyper simple. Vous n'avez qu'à aller sur votre compte de banque. Et vous allez aller dans la section transfert à une autre personne via Interact et vous mettez l'adresse de courriel de Radio Infocité qui est studio@radioinfocité.com ou moi je préfère pour ce genre de transaction-là vous l'envoyez à info@radioinfocité.com. C'est tout. OK, Saint-Féréol-des-Neiges, au pied du Mont-Saint-Anne, le nouveau club de boxe de Gary Doston, mesdames et messieurs, au pied du Mont-Saint-Anne. Vous allez voir que si vous frappez pas assez fort, Gary va vous monter en haut du mont puis il va vous lancer en bas. C'est un peu comme ça. Fait que, ceci étant dit, Carl, aujourd'hui, on a questionné le premier ministre Legault pour lui demander c'est pas assez de temps là, pour adopter la loi 21. Il dit on a commencé à parler de bâillon. Hein, n'est-ce pas? Oui, ils vont essayer d'étirer la sauce. C'est le jeu de l'opposition. Ouais. Et puis, j'ai fait une petite recherche. La petite histoire du bâillon de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. C'est ce que j'allais te dire, François. Le Parti libéral l'a utilisé à maintes reprises. Oui. Combien de bâillons ont été imposés à l'Assemblée nationale? Quel parti a eu le plus recours à cette procédure législative d'exception?
Est-ce que le bâillon est un déni de démocratie? Ben, je peux vous dire une chose, ça se fait pas de... ça serait pas la première fois. Le gouvernement Couillard a imposé un bâillon pour le projet de loi 28. Le projet de loi de 28, c'était sur un budget, je pense, qui comporte une série de mesures associées à un... Oui, c'était au budget de l'Aïtao. Mais, écoutez, là, les libéraux en ont utilisé un puis un autre, OK? Durant la période de le champion des bâillons était Lucien Bouchard. PQ, 53 projets de loi ont été adoptés au cours des 5 dernières années au bâillon. Tout près de lui, Robert Bourassa en a fait adopter lui aussi 53, mais sur une période un peu plus longue. Et on est rendu à 106, là. Et puis, c'est pas nouveau, cette procédure. Et là, François Legault, à la manière qu'il a parlé aujourd'hui, c'est qu'il a l'air pas mal décidé, Carl. Tu m'entends, mon Carl? Oui, Carl. Je te pose la question, oui. Carl. François Legault a l'air décidé en maudit. Ah oui, puis il fait bien. Il sait qu'il y a la population en arrière de lui. Puis le bâillon, là, c'est rendu une coutume. Là. Il n'y a pas à avoir peur de l'utiliser. C'est ce que ça sert, la majorité. C'est à un moment donné, on siffle la récréation, puis c'est terminé. Puis il a dit qu'il voulait l'adopter d'ici le 15 juin. Parfait, je suis très d'accord. Puis on passe à autre chose. Par la suite, là, c'est le côté difficile qui s'en vient. De faire le ménage dans l'appareil étatique, puis d'aller fouiller comment fonctionnent nos partis politiques depuis 25 ans au Québec, puis d'aller voir le rapport du Chesneau, puis commencer à en parler, puis d'essayer de retrouver toutes ces études-là. Soit il n'y a rien qui explique qu'on n'ait pas accès à ce livre-là, qu'on sache comment le pouvoir est influencé par les lobbies, par les groupes d'intérêt comme des bureaux d'avocats, des bureaux de communication, des syndicats, comment ils influencent la politique sans accuser personne. On devrait refaire une étude. Hein? C'est la défunte députée de la CAQ, Mme Sylvie, Sylvie venait de Lobinière, là. Elle est morte. Sylvie Roy. Sylvie Roy, c'est ça, qui a demandé une enquête, puis ça a été refusé, puis ça a été par le gouvernement Charest de l'époque. Puis c'est elle qui a fini par avoir raison. Puis moi, je pense qu'il mérite d'y avoir un gros questionnement sur comment on influence la politique au Québec et au Canada, parce que tout est interrelié. Puis c'est ce que le rapport du Chesneau nous a expliqué, puis qu'il faut absolument... Moi, je vais gratter ça parce que je me suis impliqué en politique. Puis je le sais comment que ça fonctionne depuis... moi, je fais de la politique depuis 97, où j'ai commencé comme vice-président au Parti québécois dans Chute-Chaudière. Pour la députée du Parti québécois, à l'époque, il y avait... parce que le comté de M. Garon s'était comme divisé en deux à Lévis, puis Denise Carrier-Perrault avait pris l'autre côté. Puis comment ça m'a amené à connaître comment fonctionnait un exécutif de parti politique. Ça m'a appris par la suite. J'ai connu des libéraux au niveau municipal. J'ai vu comment allait le financement. Comment les gens réussissent à payer des pancartes sur le bord du chemin. C'est pas le même chemin quand tu es au Parti québécois ou que tu es au Parti libéral. C'est vraiment deux mondes. Puis, il faut expliquer aux gens comment c'est devenu une pratique c'était la coutume, même malgré la loi sur le financement des partis politiques par René Lévesque, malgré cette loi-là, comment on a réussi à détourner le financement d'un candidat dans un comté. Puis ça, c'est très facile à comprendre. C'est d'aller voir des bureaux d'avocats qui ont signé une série de chèques. À l'époque, c'était, je pense, 1000 $ qu'on pouvait donner. Donc, tout à coup, un bureau d'avocats, un bureau de communication... C'était 3000, Carl, 3000. Hein? C'était 3000, c'était 3000, oui.
Je suis quand même poli là, pour 3000, les gars. J'étais à 1000, j'ai pas exagéré, mais effectivement, j'avais 3000 dans la tête. Imaginez, une campagne au provincial coûte, moi à l'époque, en 2001, on me disait, là je vous parle au fédéral, c'est un peu plus gros. Au fédéral, je devais, si je gagnais l'investiture à Lévis à l'époque, en 2001, je devais endosser un chèque d'environ 50 000 $ pour payer la publicité des pancartes et tout ce que ça comprend une campagne électorale dans un comté. Ça, c'était le prix au Bloc québécois. C'est donc, une campagne au provincial, quand vous voyez toutes les pancartes sur le bord du chemin, quand vous recevez 2-3 pamphlets pendant la campagne, ça coûte de quoi, ça? Puis c'est qui finance ça? Puis c'est là que je vous dis qu'on est vraiment dans deux mondes. Au municipal, j'ai été à même de découvrir les cocktails bénéfices. Comment fonctionnaient les cocktails bénéfices? Ensuite, je me suis impliqué à l'ADQ de l'époque, où les gens me courtisaient parce que j'avais quand même brassé beaucoup de politique à Lévis. Pour un inconnu, j'avais vendu 800 cartes de membres du Bloc québécois en 3 mois. Et l'ADQ, à l'époque de Mario Dumont, où il avait fait élire 5 députés dans une élection partielle, dans des élections partielles, la vague ADQ à Québec avait monté et j'avais fait le saut à l'époque. J'avais trouvé que Mario Dumont avait eu la qualité de voter oui au référendum. Ça a été pour moi la condition pour que je puisse l'appuyer. Puis j'ai vu aussi l'ADQ de Mario Dumont qui vient du Parti libéral, comment il s'est mis à genoux devant la haute finance pour réussir à avoir les privilèges d'un vrai parti politique. Rappelez-vous de l'époque qu'il avait fait une campagne électorale avec une Dodge Caravan, puis il voulait absolument avoir son autobus de campagne. Puis ça coûte très, très cher, ça. Puis, à l'époque, moi, j'étais à l'ADQ où les frères Dutil de la Beauce, je viens de la Beauce, fait que j'ai été à même de comprendre la dynamique. Rappelez-vous que Robert Dutil, un des deux frères, l'autre est devenu ministre libéral, avait appuyé Mario Dumont et surtout avait amené le financement. Et j'avais assisté à un congrès où je me tiens beaucoup dans les coulisses dans ces congrès-là parce que c'est là la vraie politique. J'ai vu des choses là en matière de financement. Puis la chose qui m'a écœuré, puis ça m'a complètement écœuré de la politique. Moi, l'ADQ, ça représentait le changement, ça représentait le nettoyage de l'État québécois. Puis de voir comment Mario Dumont amenait son parti dans la haute finance, ça m'a toujours répugné. Et j'ai toujours trouvé que le Parti québécois avait une qualité, c'est que c'était vraiment un parti démocratique né par la base militante, qui a été charcuté d'un bord puis de l'autre. Mais mon saut à l'ADQ, je pensais d'arriver dans de quoi de plus blanc que blanc. Puis qu'on allait, mais j'ai vu le tour. Mario Dumont m'a déçu énormément. Et je trouve qu'il y a une des causes aujourd'hui là, du pourquoi on est dans une impasse au Québec. Puis Mario Dumont, là, il fait un clin d'œil en ce moment à la souveraineté du Québec. Puis j'ai hâte de voir son cheminement dans les prochains mois. Ça n'est un politicien, ça, qui s'est pas trop brûlé, qui est maintenant dans le monde médiatique, puis qui pourrait avoir encore un pouvoir d'attrait énorme sur un projet qui libérerait le Québec de la Fédération canadienne. Ah, tout à fait. Mario Dumont a un pouvoir là, extraordinaire au Québec. Je vais laisser la parole à Alexandra tout de suite après à Hugo, mais il y a Louise Bergevin qui me demande de redonner l'adresse, mais lentement pour donner du cash à radioinfocité.com. Vous faites ça, là, Louise. Studio. Je vais lentement parce que vous demandez d'y aller lentement. Répétez lentement l'adresse courriel pour le don. OK, je recommence. Vous écrivez ça sur un papier. Là, même tout le monde. Prenez-vous un papier et un crayon. Puis collez ça sur votre frigo. Là. Studio, radioinfocité.com. J'y vais lentement. Là. Studio,
radio info cité.com. Je répète pour une troisième fois, j'y vais lentement. Studio arobase radio info cité.com. Alexandra, c'est à ton tour. Alexandra, écoute, Bayon, ensuite de ça, tu sais, on parlait en début d'émission, là, que le Canada, la charte, je sais que tu n'es pas juriste, il n'y a personne ici ce soir qui est juriste, là, mais on a le droit quand même de discuter puis de jaser de politique puis de regarder, selon nos connaissances, là, est-ce que François Legault, va aller rapidement et ce qu'il veut avant le 15 juin prochain, que ce dossier soit en arrière de lui. Aussi, il invite les futurs enseignants et enseignantes, parce que c'est plutôt à des femmes que ça s'adresse. Oui, il y a bien des hommes qui ont des signes ostentatoires, mais il y a beaucoup de femmes là où on parle de la religion du foulard dans le cas qu'on voit ce soir. En tout cas, dans les médias ce soir, là, ce n'est que des filles voilées qu'on voit. Fait que je veux bien là, regarder ailleurs, mais c'est ce qu'on voit le plus fréquemment. Alexandra, tu vois ça comment, toi, le Bayon, et deux, si tu étais... comment est-ce que tu analyses les gens qui vont dans les médias puis qui pleurent que leur rêve est brisé? Ben, pour commencer avec le Bayon, suite à ce que Carl a dit, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'il y a très peu de puissants qui supportent notre cause. Puis c'est surtout ça. On s'en fout. On s'en fout. Ah oui. Oui, il y a de la propagande, mais en même temps, cette propagande-là, d'après moi, n'a pas son effet sur la population qui est très en faveur de la laïcité. Puis d'ailleurs, on parlait de François Legault, de son équipe de communication tantôt, puis la forme. Mais moi, je pense qu'il y a un élément super important là-dedans, c'est l'apparence de confiance. C'est surtout ça que je retiens de François Legault, c'est qu'il inspire de la confiance, il se dit « j'ai raison de penser comme ça », puis ça nous inspire une sorte de dignité. D'ailleurs, quand je parle à des péquistes, moi c'est ça que je leur dis, j'ai pas une haine envers Jean-François Lisée, par exemple. Le problème, c'est que je trouve que l'attitude du parti en général est tellement faible. Il y a juste un peu comme des nouilles, tu sais, c'est des nouilles dans le sens mou, là. Il n'y a pas de confiance, ils ne transpirent pas que, par exemple, l'indépendance, cela va de soi. Tu sais, ils sont comme gênés un peu. Tandis que François Legault, on ne sent pas qu'il est gêné. Tu sais, ici au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Point. Puis ça manquait beaucoup au Québec, là. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout là qu'il va marquer des points. Pour ce qui est du Bayon, ben il est obligé de jouer au jeu. Mais en même temps, il doit savoir qu'il y a l'appui de pas mal tout le monde, là. J'ai comme l'impression qu'il le sait très bien parce qu'il y a eu un sondage quand même, pas l'ADQ, mais la CAQ s'est fait faire un sondage 2-3 jours avant et on voit que la CAQ a l'appui de la population. Hugo, le Bayon, la perception aujourd'hui, le Parti québécois, on le voit pas trop. On le voyait où le PQ là-dedans, Hugo? Je le sais pas, là. Il me semble qu'il est plutôt silencieux les derniers jours. J'ai pas vu de sortie en tant que telle. La seule qui s'est démarquée, là, c'est encore
la jeune femme qui a quitté le PQ, qui a fait une motion en chambre pour condamner pour condamner les propos qui assimileraient la laïcité au racisme. J'ai oublié le nom de cette jeune femme qui a fait la manchette dernièrement. Ouais, c'est ça. Il savait. Donc, ouais, vas-y. donc elle est maintenant une députée indépendante qui a créé presque plus de poids politique et a réussi à faire mieux que le Parti québécois. Là. Ça montre à quel point le Parti québécois est rendu une nullité de parti. On dirait qu'ils ont... C'est ça que j'aurais à dire. Le PQ a peur d'avoir peur. Le PQ a peur d'avoir peur. Fait que c'est... Ah oui, puis... C'est ça. Moi, j'aime bien l'analyse d'Alexandra là, sur la confiance que dégage le PQ vis-à-vis son projet principal qui est l'indépendance. Il n'y a rien dans les dernières années là, qui nous ferait adhérer là, à un projet emballant. Puis, je suis aussi d'accord avec toi, Catherine Fournier. On n'a pas entendu parler du PQ. On entend parler beaucoup de Catherine Dorion. Catherine fait parler beaucoup d'elle. C'est surtout QS avec son congrès en fin de semaine où la loi du silence a été appliquée là, mur à mur, puis on essaie de nous faire passer ça comme un grand congrès où il y a eu des débats. C'est vraiment... on assiste là du côté là, de l'actualité politique là, en ce moment. Legault est l'homme le plus en vue, puis celui qui marque le plus de points actuellement. Puis on essaie de l'autre côté, de la région de Montréal, les commissions scolaires, les syndicats, le défilé des pleurnichards, là, on l'avait prévu. Puis je pense que Monsieur Cormier, que tu vas recevoir demain, qu'on va recevoir à l'émission du journal de demain à 21h30, va venir nous parler de ça aussi. J'ai bien hâte de le rencontrer, puis qui nous parle là, de cette dérive de la région de Montréal. Là, ça vient de la région de Montréal. Il y a un parti politique, il y a un mouvement, la gauche et l'extrême gauche là, qui semblent être les maîtres à penser, les prêtres du politically correct. Puis le Parti libéral non plus, on n'entend pas parler, chers amis. Mais Alexandra, je suis bien content que tu pour ta première ce soir, ça va très bien. Puis j'espère qu'on va s'ostiner plus souvent, par exemple. Là, on est trop d'accord ce soir, mais j'adore ta venue dans l'émission. Puis j'espère qu'on va répéter ça dans les prochaines semaines. Ouais, j'avais peur de dire à François Saint-Louis que j'avais un lave-vaisselle puis que je l'utilisais. Ah oui, hein? Toi, qu'est-ce que tu penses du message vert? Parce que là, je les vois venir, les Québec solidaire, le PQ puis le Bloc québécois ont envie d'embarquer là-dedans. C'est que là, il va y avoir un dossier plus important une fois là, que la période de pleurnichage va se terminer. Voyons, je viens de perdre mon idée. Ça va broyer longtemps, mon Carl. Ça va broyer longtemps. Quand t'as Julius Gray dans le décor, toi de là, ça va durer longtemps. Mais, par contre, là, pis là, c'est ça qui est intéressant. Ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Ben, on va les mettre, savez-vous où? On va... non, ils pourront pas aller nulle part dans un sens parce que si François Legault dit dès le départ qu'on va inclure dans la loi la clause dérogatoire, là, le nonobstant, que malgré toute contestation judiciaire, la loi va s'appliquer pareil. Et c'est peut-être là-dessus qu'ils sont encore en plus en maudit, ces gens-là. Je sais pas, là, mais
me semble que quand, tu sais, on en avait parlé, Carl, tu t'en souviens, d'appliquer la clause de non-obstant au début, dès le départ, Oui. d'avertir les gens, perdez pas votre temps en cours, là, dépensez pas votre argent en frais juridiques et en avocat, là. On va l'utiliser, on vous le dit d'avance, on ouvre notre jeu, on va utiliser la clause non-obstant, c'est ce qu'il fait. Ah oui, bravo. François, puis qu'il y aille là-dessus, il n'y a pas de problème, il y a l'appui de tout le monde. Mais moi, je veux revenir au lave-vaisselle à Alexandra. Oui, qu'est-ce qu'il y a sur maudit qui n'a lave-vaisselle? pas honte d'utiliser un lave-vaisselle, mais sais-tu que tu es en train d'hypothéquer notre environnement avec Oui, ton tout à fait, lave-vaisselle? c'était cœur. Tu trouves pas que tu es un peu sans Les cœur, gaz à puis, effet de serre, puis c'est tout. Non, mais c'est pas ça, c'est parce que j'écoute Radio Infocité depuis un bout, puis j'entendais souvent M. François Saint-Louis qui parlait contre les jeunes qui utilisaient leur lave-vaisselle, puis généralement, quand j'entendais ça, j'utilisais mon lave-vaisselle, puis moi, je me disais, ben, c'est pas parce qu'on est pas paresseux. En fait, c'est un peu ce que tu fais, c'est de la contestation un peu, là. Tu veux contester non pas l'autorité, parce que je suis pas... non, mais c'est juste un peu de contester un peu, disons, mais prends-le, ton lave-vaisselle, mais je peux te dire une chose, moi, je la fais à la main, ma vaisselle. J'en ai un lave-vaisselle, je l'utilise 3 fois par année, à Pâques, Noël, puis jour de l'an. Fait que, juste pour le faire rouler un peu, pour le dérouiller, mais j'ai jamais été habitué à ça. Mais moi, je suis contre les lave-vaisselles, mesdames et messieurs. Je trouve que c'est de l'industrie de la consommation. N'est-ce pas, Hugo? Tu dois pas avoir de lave-vaisselle chez toi, Hugo, hein? Non, j'en ai pas, mais je suis content pour Alexandra. Elle a eu l'autorisation du pape de la radio alternative du Québec sur la... C'est toute une acquisition que tu as eue, Alexandra, un lave-vaisselle. Tu vas aller loin dans la vie avec ça. Ça va être Je l'aime tellement, mon lave-vaisselle, en plus. Là, Ouais. je peux tellement faire plus de choses depuis que j'ai mon lave-vaisselle. Mais tu sais, c'est comme la machine à laver des assiettes, là. Ouais, c'est pas pire, ça. C'est pas Ça pire, va ouais. de soi, là. Ouais, OK. Ceci étant dit, bon, on va passer à un autre. Écoutez, j'ai quelqu'un. Oui, tu devrais avoir honte, Alexandra. Écoutez, ça n'a pas tardé à rentrer. Il y a Hôtel et compagnie. La Broue dans le Toupette, restaurant au Chic Choc. Tout ça, c'était à Sainte-Anne-des-Monts, sur la route 132. Des auditeurs qui nous appuient. Éric Lacourse qui nous dit « Hey, parle de mon commerce. » Ben, je vais dire fort. Fait que ceux qui ont des commerces, là, je vous le dis, là... les Monts Chic-Choc? Oui. Ah, ici, ils me payent une nuit, là. Ouais. Je pourrais aller faire un reportage, puis un petit message publicitaire. En direct? Ouais. Ben, tu vas voir qu'il Non, va... mais pas nécessairement en direct non plus, mais les auditeurs comme ça, là, qui ont un hôtel, ils doivent avoir des petites salles. On pourrait aller leur rendre visite un dimanche, puis aller bruncher avec eux Ouais, ça prend de temps, aller là. Chic Choc, là, c'est une chaîne de montagne que mon professeur d'éducation physique en secondaire 5 allait à toutes les années. Mais honnêtement, géographiquement, les monts Chic-Choc, là, je ne sais pas c'est où. On va te faire payer un peu, Carl. Il va te faire payer, Éric, là. Puis moi, j'ai une suggestion à faire. OK? Hey, on paye pas trop cher. Puis on fait faire la vaisselle par Alexandra à la main. Ah oui, Alexandra. De tout l'hôtel, tout le restaurant, elle va savoir. On va en faire travailler. Je vais la faire à la main si vous faites une tourtière du Saguenay. Moi, je suis pas capable de faire ça parce que je trouve que ça goûte pas assez. C'est pas assez goûteux. Il faut que ce soit de Montréal. De Montréal, puis avec du ragoût de pâte de cochon, avec de la sauce, du ragoût de pâte sans tourtière. Ça, c'est terrible. T'en mets un peu ces patates. Puis, puis de la farce aussi, de la farce. Ceci étant dit, on va revenir aux choses sérieuses. C'est très sérieux, ça? Oui, je sais. Je sais que c'est sérieux. Bon, l'environnement, bien sûr, c'est sérieux. Est-ce que... J'ai entendu le papy tout à l'heure. Écoutez, on peut bien parler sur les médias aujourd'hui, mais pour le projet de loi 21, il va falloir avoir à un moment donné l'opinion des juristes. Hey, on s'en foutu de l'opinion des juristes. C'est pas les juristes qu'on veut avoir l'opinion, c'est la loi qu'on veut. Les juristes s'adapteront après. N'est-ce pas, Hugo? Je sais pas, est-ce que je suis dans le champ? Oui, là, c'est... On entend souvent l'expression ces temps-ci, là, la dictature des juges. Donc, c'est un petit peu ça, là. Autrement dit, à un moment donné, quand c'est beau, il y a des lois, mais si la volonté populaire demande à l'État de faire un virage,
puis que c'est fort. Ça prend l'approbation faut pas des s'enfermer juristes, quoi? dans les lois, là. Ça prend l'approbation des juristes, quoi? C'est quoi? C'est ça? C'est ça que c'est même que ça marche aujourd'hui, là? C'est quoi un gouvernement, là? Les juristes peuvent donner leur opinion Comme tout le monde. par rapport au texte de loi. Mais ultimement, je pense que quand on a un consentement populaire, je pense qu'on veut avoir un État où il soit conduit par le peuple. Donc, suivant l'opinion de la majorité. Donc, les juristes, il faut qu'ils restent au service du peuple. Puis je pense que au niveau des puis c'est au niveau des médias qu'on nous ramène toujours cette idée là. Il va falloir avoir l'opinion des juristes. À un moment donné, je veux bien là, mais les lois sont là pour être appliquées. Et une fois qu'elles sont votées, il me semble, là, puis... Je pense que c'est un réflexe de coloniser, c'est un réflexe de coloniser, de toujours s'imaginer que les textes de loi qui ont été écrits sont immuables. Là. Donc, ça prend toujours l'approbation d'une élite pour modifier ça. Donc, c'est un réflexe de coloniser. Peut-être qu'on est en train de lâcher avec des signes comme François Legault avec sa phrase peut-être historique. Il dit qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. C'est peut-être un signe qu'on perd nos réflexes de coloniser. Ben, souhaitons-le, mais il reste en bout de ligne que moi, c'est pas vrai que ça va être les juristes qui vont commencer à, disons, à approuver ou non ce qui doit être faire la façon qu'on vit au Québec. Pas les juristes qui vont décider ça. C'est la volonté, c'était une promesse de François Legault. Et il y a aussi le dossier de l'immigration de 52 000 à 40 000. Puis là, tu sais, tantôt, je faisais peut-être un genre de revue de presse, non pas seulement d'aujourd'hui, mais je suis revenu quelques mois en arrière. Et là, on sent que, tu sais, on parlait du bâillon tantôt. Je suis pas très fort en procédure parlementaire, mais le bâillon, c'est quand on veut, à mon sens, là, étirer pour gagner du temps pour pas que la loi se vote et qu'on essayerait ou on espérait que pour gagner du temps qu'elle ne soit pas votée dans cette session-ci et faire avorter ça. Puis je pense que quand une session finit, là, je suis pas certain. Je suis pas certain, mais est-ce que le projet de loi est abandonné ou c'est une élection? Mais en tout cas, quand une session est abandonnée, là, je sais pas si on peut suspendre, là, mais eux, la CAQ veulent en finir avec ce projet de loi pour passer à autre chose. Et il l'a dit après son élection. Tout ce qui traîne se salit. N'est-ce pas, Alexandra? Tu l'as entendu, celle-là? Je l'avais pas entendu, mais... Ah oui. Je me trompe pas, Hugo, il l'a bien dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qui... Carl. Tout ce qui traîne se salit, effectivement, mais je suis d'accord, Hugo, que c'est une phrase qui est très forte quand il a dit « Au Québec, c'est comme ça qu'on vit ». Puis là, ça a fait référence au fameux « nous » que beaucoup de multiculturalistes essaient de nous mettre sur la défensive quand ils nous questionnent là-dessus. C'est quoi votre « nous » québécois? Puis Alexandre Cormier-Denis a répondu très bien à l'émission Zone Franche à Télé-Québec. Puis le rire que ça l'a entraîné dans la foule, c'est un peu inquiétant qu'on s'affirme comme étant le foyer de la culture française en Amérique, puis qu'on veut conserver ça, qu'on passe pour des revanchards, des gens qui vivent dans le passé. C'est ce que j'ai essayé de dire un petit peu à l'émission hier, mais à Étienne, moi, j'en suis fier de notre spécificité française. Je trouve que c'est une chose qui est pas assez valorisée.
Puis le magma multiculturel canadien nous anglicise. Ça semble pas nous déranger. Mais ce que je trouve de positif avec la question de la religion musulmane au Québec qu'on a depuis environ 20 ans, c'est que elle nous rend un peu plus conscients du système canadien multiculturaliste. Parce qu'avant ça, ça nous anglicisait, puis on l'avait comme accepté. Et là, cette question religieuse-là vient réveiller d'autres réflexes qui nous montrent jusqu'à quel point notre culture est fragile en Amérique. Oui, exact. C'est vrai que l'islam, c'est un bon révélateur, à quelque sorte, là, ouais. Est-ce que vous pouvez faire mon éducation? Qu'est-ce qui s'est passé avec Alexandre Cormier-Denis? C'est qu'il a été à l'émission de Télé-Québec à Zone Franche. Puis, il y a un humoriste qui était là. Puis, il y avait aussi un néo-québécois, je pense qu'il venait d'Afrique, là, ou d'Haïti, je pourrais pas vous dire, là. Puis, on y a posé la question, c'est quoi un Québécois pour vous? Puis quand il a répondu, il a dit, il va nous le dire demain là, parce qu'il va venir en entrevue avec nous autres. Il a accepté là, puis je suis content qu'il vienne. Ça fait longtemps que je voulais lui parler. Le monde dans la foule se sont mis à rire quand il a dit que les Québécois c'était le groupe qui est le foyer de la francophonie en Amérique. Puis, ça a semblé surprendre là, l'auditoire. Puis, d'origine, de tradition catholique. Ben, on n'a plus le droit de rien dire. On n'a plus le droit de rien dire au Québec maintenant. Et là, Alexandre va... puis là, dans une autre émission, cet humoriste-là qui était à Zone Franche a été à une autre émission où là, il a vraiment diffamé M. Cormier. Puis l'animateur Wattier, là, le beau blond là, qui est avec, entre autres, l'Agacé le vendredi soir là, à Télé-Québec, a émis des commentaires qui étaient un raciste parce que lui, il était cultivé. Donc, s'il est cultivé puis il remet en question l'immigration, c'est parce qu'il est raciste. S'il était ignorant, ben là, ça serait comprenable, mais que compte tenu de sa culture, c'est pas normal qu'il remette en question l'immigration, donc c'est un raciste. Fait que là, ils se sont mis à faire des jeux de mots sur M. Cormier, puis là, il a envoyé une mise en demeure hier ou aujourd'hui, leur demandant de s'excuser publiquement, puis il leur offre même d'aller sur place, puis de faire une entrevue avec eux, puis de débattre de la question. Mm-hmm. J'y ai parlé tantôt. Puis, c'est quoi? On est en train de nier l'ethnie québécoise? Ben, c'est toujours difficile d'utiliser des mots comme ethnie, là, mais parce que le débat, c'est pas nous qui parlons de ça en plus, hein, c'est vraiment amené par... on n'avait pas ça comme débat il y a quelques années au Québec. Puis les multiculturalistes, la gauche, l'extrême gauche, nous poussent dans des délires actuellement là mais je pense que je crois à la sagesse des Québécois. Puis Cormier, demain, là, il va venir nous expliquer ça, là, que cette dérive-là qu'il y a un peu partout là, au Québec. Oui, parce que on a même dit hier ou avant-hier, c'est cet humoriste-là, qui est très connu d'ailleurs. Hein? Moi, c'est mon fils qui m'a dit que il est très populaire. J'oublie son nom, mais c'est pas grave. Je vais te sortir son nom, là, continuez, je vais vous le dire. Il est très en demande. Et il a dit, étant donné que Cormier-Denis est un gars très cultivé, très intelligent, que quelqu'un qui est intelligent comme ça ne pouvait pas être autre chose qu'un raciste s'il avait pas la même opinion que les gens disons, Parti libéral du Québec solidaire, les PLQS, là. Donc, tout de suite, encore une fois, c'est un peu ce que Mathieu Bock-Côté disait, Carl, quand on a fait entendre l'entrevue lundi soir. Je pense que tu l'as entendu, Hugo, qui disait que on ne pouvait pas discuter sans se faire lancer des colibets et tout ce que tu veux, et tout ce qui vient avec. Et je pense que tout ce qui n'est pas progressiste pour eux, ben c'est raciste. Bon, mais je pense que
On a vu le sondage, puis quand on parlait tantôt, Alexandra, là, on parlait de Montréal, la couronne de Montréal, mais tu sais, un peu Montréal, quand on sort de ça, de là, on n'est plus dans le même ball game, là. T'sais, on n'est plus dans le même... tu sais, les gens sont dans un... Tu sais, tu te parlais tantôt des anglophones de ton coin qui sont pas pareils comme les anglophones de Montréal. Ils sont plus, disons, respectueux, disons, du fait français. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence là, que le Parti québécois est éliminé de Montréal. La CAQ, on a fait encore une erreur. On a dit que la CAQ avait seulement qu'un député à Montréal. Ils en ont deux, ils ont Bourget puis ils ont Pointe-aux-Trembles. On fait de la fausse information en passant. Et puis ça, c'est Marie-France Bazot, encore une fois, qui, elle, en passant, je voudrais vous parler de Marie-France Bazot. Concernant du sport, l'équipe des féminines de sport, Carl, je ne sais pas si vous en avez parlé à votre émission de demain, mais on sait ce qui arrive. Là, la Ligue canadienne des professionnels de sport de hockey féminin a abandonné parce que, en tout cas, le modèle d'affaires ne fonctionnait pas. Mais elle disait qu'un club de hockey féminin, ça la rendrait très fière d'être canadienne, Marie-France Bazot. Celle qui a... c'est bon que tu m'en parles parce que Stéphane Allinger m'a appelé tantôt. Et je peux le dire à tous les auditeurs, là, demain, vers 3h30, 4h, on va faire un live en direct de Hockey Québec où on va critiquer là, la décision de Hockey Canada parce qu'il y a le championnat féminin qui commence le 5 ou 6 avril en fin de semaine, le championnat international de hockey féminin. Et dans l'équipe Canada, il y a seulement que 3 Québécoises qui représentent le Québec dans cette équipe-là. Puis c'est scandaleux là, de voir le nombre. Donc, je suis content de te dire ça. Puis, si les filles, là, je lance un message aujourd'hui. Je sais qu'on n'est pas écouté par 100 000 personnes, mais quand même, des fois, ça peut être surprenant. S'ils veulent, parce que la Ligue de féminine va se termine cette année, là, il semble qu'ils vont fermer les équipes parce que c'est pas rentable. Ça l'a pas pogné dans l'opinion publique. Puis s'ils veulent faire de quoi de plus suivi par la population, je les invite à militer dans la Fondation Équipe Québec, les filles. Parce que si vous avez votre équipe Québec au niveau international, là, vous allez vous développer un public au Québec qui vont vous suivre assidûment. Vous allez rendre des générations de filles au Québec fières et désirant faire partie de votre équipe. Vous allez être, les agents promotionnels de votre propre sport, puis vous allez gagner votre vie avec ça. Mais il faut accéder au niveau international. Quand vous allez avoir une équipe Québec au niveau international, puis vous allez avoir gagné votre premier championnat, déjà, une ligue féminine au Québec pourrait très bien survivre. Trois-Rivières, Québec, Montréal, Sherbrooke, puis Rimouski. Je suis certain qu'on est capable de remplir des arénas de 2-3 000 personnes. Puis à 2-3 000 personnes, là, on commence à rouler dans des chiffres comme le junior majeur du Québec. Puis on peut financer une ligue, puis on peut attirer des postes de télévision pour financer le tout. Moi, tu vas donner, faire une bonne petite promotion, Carl, pour ça, moi. Oui. Hein? On fait mon mononcle un peu, ça te dérange-tu? Non, Alexandra est là. Attends. Laisse-la faire. Moi, ce que je suggère, là, dans la Ligue féminine de hockey, là, t'emmènes les... oreilles, Alexandra. Non. Regarde bien ça, écoute ça. Là, t'emmènes les pompiers de chaque région, de chaque ville, là. Puis là, tu lui dis aux pompiers, allez-vous-en dans les estrades, enlevez votre haut, votre torse, là, puis vous autres, on va inverser les rôles. C'est pas des filles, puis les pompiers font des cheerleaders. Tu sais, puis ils vont faire, puis les pompiers vont danser avec leurs muscles, puis tu vas en avoir du monde, là. Les pompiers avec les filles sur la glace, tu vas inverser les rôles. Puis là, tu vas voir, les arénas vont être pleines de monde, puis ça va marcher, l'affaire. Faut que tu mettes un petit peu de viande après l'os, tu comprends, là? Alexandra. Bon. Alexandra, avec son maudit lave-vaisselle, elle me fatigue, là, à soir, là. Elle m'a complètement déconcentré, tu sais. Elle dit, là, son lave-vaisselle. On va amener, en tout cas, ceci étant dit, Alexandra, écoute bien, là. Non, mais vous savez pas, une gang de filles ensemble, c'est tellement gigon. C'est tellement pas de classe. J'étais allé au 281 une fois avec ma femme et une autre fille. On te regardait ça. Es-tu déjà allé? Non, j'ai pas. Vas-y pas.
T'as dit tout de Donner suite. les yeux que pour mon chat. Non, mais vas-y pas. Ben, amène-les avec toi, tu vas voir, il va capoter. Ah non, on va pas là. Non, mais c'était écœurant, c'était écœurant. C'est comme s'il avait jamais vu un homme. J'arrête là. J'arrête Si je là. veux ma dose de pas de classe, là, je reste au travail. Non, mais on peut descendre dans Basse-Cour de temps en temps parce que, bon, non, mais quand je dis dans Basse-Cour, là, pour avoir un langage du peuple, tu sais, on fait des farces un petit peu là, pour alléger la discussion, mais avoir un langage du peuple, je pense que c'est ça que ça prend aujourd'hui en politique, que les gens puissent avoir notre attention. Et je pense, là, je vais vous dire bien franchement, vous m'avez convaincu ce soir que François Legault a marqué le ton cette semaine en disant qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Puis ça, là, ça peut-être... Les gens, le lendemain, j'écoutais Paul Oud, j'écoutais les réactions, puis ils trouvaient ça... Ils sont pas allés jusqu'à dire que c'était du nationalisme ethnique, mais écoutez, là, on dirait que ça leur tentait, là. Mais il a touché un point sensible, François Legault, parce que dans toutes les chaumières du Québec, on se dit souvent ça. Vous emmenez ici, faites non comme nous autres, là. Pas compliqué, ça, me semble. Alexandra? Ben, je rajouterais aussi que ceux qui se fondent à nous, ben, on les considère comme des nôtres, là. Je veux dire, moi, j'ai une belle famille vietnamienne, mais ils sont québécois, là. C'est mon chum, on a les mêmes conversations, on cite les mêmes Simpsons, on écoute du François Pérusse. Ton chum, là, il parle-tu comme moi pis toi, là? Il n'a pas d'accent? Oui. Il n'a pas d'accent. Zéro. C'est, puis, tu sais, quand tu parles à mes amis, ses amis, tu sais, personne ne dit que c'est un étrange. Tu sais, Un étrange. Non, mais quand tu parles au téléphone, là, mettons, avec ta belle famille, peut-être un neveu, est-ce que les parents de ton chum ont un accent? Oui, mais eux sont arrivés plus tard. C'est ça. Mais regarde, là, ça va vite, Alexandra. Là. Quand on parle de première, deuxième, troisième génération, regarde, là, là, on est dans la première, là. Ton chum, c'est dans la première. C'est pas juste au niveau du langage, c'est plus au niveau le schisme mental, je sais pas comment dire ça, là, mais tu sais, c'est la façon de penser. Ouais, là, ben c'est d'adopter notre culture. C'est pas étranger, tu sais, je peux être pas d'accord avec un autre Québécois, mais je dis pas que c'est un étranger pour autant, là, tu sais, on reste un peu dans la même longueur d'onde, là. En tout cas, je peux te dire une chose. Souvent, quand je prends l'autobus à Montréal, le métro, transport en commun, je vois des jeunes Haïtiens, des jeunes qui sont pas des Québécois, disons, dits de souche, là. Puis tu les écoutes, tu te fermes les yeux, puis c'est comme ton chum, là. Ils ont le même accent que nous, puis ça prend pas de temps qu'ils ont la même culture que nous après. C'est évident. On demande pas aux gens, comme les Haïtiens, d'arrêter de manger du griot, là. Pas ça qu'on dit. On dit, puis moi je le dis souvent, j'ai travaillé à Radio CPAM à Montréal, j'ai eu du fun en maudit là-dedans. Là. J'étais le seul blanc sur à peu près 10 noirs sur le show. Puis c'est une des radios où j'ai eu le plus de plaisir à travailler. Et puis j'ai complètement... Tu sais, j'aimais déjà les Haïtiens parce que c'était des gens le fun. Puis il y a même des gens... Une qui m'a fait réaliser hier, il y a beaucoup de femmes haïtiennes qui sont drôles, tu sais, sont le fun à vivre, tu sais, puis on pourrait dire sur bien des choses sur d'autres nationalités au Québec, puis c'est des gens qui sont tripants. Claude Veilleux me disait que lui, il aimait ça aller prendre un verre avec une coupe de Kabyle, il y avait du fun au bout. Fait que, tu sais, nous autres, là, Falardeau le disait, t'es de mon bord, t'es mon frère, t'es contre moi, ben t'es mon ennemi, puis regarde. Fait que, à un moment donné, faut arrêter de prendre le projet de loi de Legault, de 21, sur la laïcité, puis à m'emmener, souvenez-vous, il y a une couple d'années, le Pizzagate, là, on a amené des niaiseries au niveau international, c'est ça qu'on s'en vient, là, on s'en va à l'international, là. Les adversaires de la charte de la laïcité s'en vont à l'international. Faut le voir venir. On va en manger, ça, je vous le dis, là, Alexandra, je te le dis, là, il va vanter fort, là. À tel toi, ça va vanter fort au Québec, puis même à l'international, on va avoir, là, t'as le Canada, puis t'as tout ce que tu veux, là, contre nous autres, là. Il va vanter fort, attachez vos trucs, ça va être laid à l'heure. Mais, il va falloir que François Legault si François Legault aboutit, puis il réussit à voter ce projet de loi-là,
Bock-Côté le dit, là, dans son article, je vous l'ai lu tantôt. C'est la plus grande victoire depuis 1980. Ou la plus grande victoire depuis. C'est une contestation carrément en pleine face de le rapatriement de la Constitution de 82. C'est c'est le clash complet qui va arriver et deux visions complètement opposées entre le Canada et le Québec. Et je pense que le gouvernement Legault, s'il réussit à passer à travers ça, écoutez, je vais être obligé de m'incliner. Là. Ça va être la première fois qu'un gouvernement du Québec va avoir réussi à affronter puis à gagner contre le Canada depuis que je suis né, même. Écoute, là, depuis... il y a eu la loi 101, puis il va y avoir la loi sur la laïcité. Il est 23 heures. Ouais, j'aime bien ton terme dignité. J'avoue que il rentre bien dans tout ça. Je vous laisse, Alexandra, Hugo, Carl, 30 secondes parce qu'on est déjà dépassé 11 heures. Fait que on va terminer là-dessus. Je commence avec toi, Carl. Écoute, merci Alexandra d'être venu nous joindre ce soir. Puis si on prend l'habitude à tous les mercredis avec Hugo de venir nous jaser, moi c'est ça me ferait un énorme plaisir. Moi, Alexandra, je l'ai connue pendant les fêtes dans la campagne de Monsieur Nantel. Puis donc c'est la première fois que je la vois vivante devant un écran. Puis, donc, je suis très enchanté Je pensais pas que tu voulais venir jaser à Radio avec nous autres. C'est Hugo qui nous l'a recruté. Donc, Radio Infocité, là, s'agrandit encore ce soir. Et je suis bien content là, qu'on puisse parler à une femme, enfin. Puis qu'on puisse débattre avec aussi... t'es quand même dans la vingtaine. Donc, tu représentes... J'ai 34 ans. Hein? J'ai 34 ans. 34? 34. Ben moi, je t'aurais donné 40. Je suis une vieille sèche, là. Je t'aurais donné 40, oui. Ah, ben, je pensais que... en tout cas, excuse-moi, je n'étais pas dedans par tout. Mais c'est... Saint-Jean non plus. Ah non, c'est ça, je l'ai changé, là. J'ai été le changer pendant l'émission. Puis je suis bien content là, qu'on puisse jaser politique avec une femme. J'aime beaucoup ça parce que c'est une denrée rare. Puis ça va donner l'exemple à d'autres. Oui, puis ça peut amener d'autres filles qui viennent nous jaser. Écoute, nous autres, on est un poste résolument souverainiste, indépendantiste et pro-français. On passe par l'histoire pour savoir où est-ce qu'on peut s'en aller, parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient. Maintenant, écoute, moi, évidemment, Hugo nous a... t'as introduit Alexandra et moi, je ne te fais pas une demande, disons, en mariage parce que ton lave-vaisselle, il sortirait de la maison puis pas à peu près. Mais je te fais la demande officielle à tous les mercredis, si tu le veux bien, t'ajouter à l'équipe. Je pense que ce serait un atout pour radioinfocité.com. Parce que c'est pas parce que seulement que t'es une fille. C'est pas ça, là. Moi, je prends pas ça pour une fille parce que c'est une fille, c'est parce que t'as des idées. Tu défends tes idées, puis je pense que c'est ça que ça prend. Une multitude de personnes qui ont des idées. Puis moi, je pense que c'est le but de radioinfocité.com. Puis parfois, il peut y avoir des gens qui ont des idées complètement contraires, mais ce qui est important, c'est de démontrer à la face du monde qu'ici, à radioinfocité.com, on est capable de débattre. C'est pas plus compliqué que ça. Alexandra, vas-y, un petit bout encore, vas-y. Est-ce que tu acceptes notre demande officielle à tous les mercredis à 21h, espérant que tu vas répondre dans l'affirmative? Bien, comme toute fille respectable, je vais y réfléchir car je dois partager mon temps avec vous et mon grand amour qui est en ce moment très triste car je ne suis pas avec lui. Qui est de l'autre bord de la pièce. Donc, on va voir s'il va s'en sortir aujourd'hui. C'est un test. Puis, mais Alexandra, quand tu vas être chroniqueuse à TVA, là, c'est aujourd'hui que tu vas dire que c'est avec nous autres que tu as commencé. Donc, dis à ton chum, ça peut
Ça fait au bout de la ligne. Écoute bien, Alexandra, nous autres, on est à l'origine de quelques personnes. Là. Steve Fortin, qui écrit dans le Journal de Montréal, là, aujourd'hui, là, a commencé ici, là, puis à Radio-Canada. Il y avait une entrevue une fois par semaine à Radio-Canada, ici à Radio Infocité. Pif, paf, il est dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Fait que c'est pas trop long ici, là. Et puis... Non, c'est ça. Ouais. Puis, écoute, Alexandre Cormier-Denis, il a commencé ici, puis il était rendu à Télé-Québec la semaine dernière. Fait que on n'est pas si pire. Notre moyenne est quand même pas mal. Et peut-être, bientôt, Hugo Girard pourra être le prochain animateur du prochain débat de la prochaine élection au Québec pour remplacer Pierre Bruno. Hugo, c'est à toi le mot de la fin. Ouais. C'était une super émission. Merci à Alexandra de sa participation. Et, moi, je viens du Saguenay, fait que je suis content d'avoir un allié aussi qui vient du Saguenay. Fait que, si tu joues à l'équipe les mercredis, ça me ferait plaisir. Donc, je t'ai trouvé super bonne aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, ouais, mais juste pour remettre un peu de pression, Alexandra, s'il faut que je parle à ton conjoint, ça me fera plaisir d'y téléphoner pour le convaincre qu'à un moment donné, ça va être payant pour lui parce que tu vas faire plein de cash. Tu vas en avoir de l'argent, ça va rentrer par tes oreilles, ça va te sortir par les oreilles. Fait qu'il va dire oui. Alexandra, vas-y, parce que peut-être tu vas te retrouver pour travailler pour Martin Cochon dans la presse, puis avec des marais, puis tout ça. Peut-être ce serait bon, tu serais peut-être la voix souverainiste de la presse. Non? Ah, oui, ça Ils viennent recruter ici, eux autres. Merci, Alexandra. Ça a été super apprécié ce soir, ta visite, espérant que si ton chum veut te réquisitionner pour les mercredis, on va changer de jour. Il n'y a pas de problème. On va s'ajuster sans problème. Mesdames et messieurs, demain soir, 21h30, comme vous le savez, le jeudi, Carl Brochu, Daniel Saint-Hilaire sont à l'antenne de radioinfocité.com à partir de 19h30 pour Radio Infosport. Et tout de suite après, Carl Brochu continue avec moi et on va recevoir Alexandre Cormier-Denis, qui est le porte-parole du mouvement Horizon Québec Actuel. C'est bien ça, je me trompe pas, Horizon Québec Actuel, c'est bien ça? Est-ce que je me... Non, c'est ça, Horizon. Horizon oui. Québec, oui. Et puis, il va être avec nous à 21h30. On va lui poser des questions sur ce qui arrive de son apparition à Zone Franche, Zone Franche, je sais pas trop quoi. Là. Zone Franche. Ouais, j'ai entendu quoi, c'est bizarre, hein? Télé-Québec, là, qui passe ça passe à Télé-Québec, puis à 98.5, là, après-midi, j'entendais Isabelle Maréchal faire de la publicité au 98.5 pour son émission à Télé-Québec. Donc, c'est de l'argent de nos poches contribuables qui finançons Isabelle Maréchal qui fait de la pub dans le privé. Pendant ce temps-là, c'est-tu bizarre, il n'y a pas de salle de nouvelles à Télé-Québec. Ça serait bon qu'il y ait une salle de nouvelles à Télé-Québec à la place de nous passer des niaiseries, souvent des niaiseries, puis on se sert d'une émission pour aller d'un autre poste après ça, un autre poste, je dirais, d'État pour traiter les citoyens canadiens de racistes. Ça, c'est pas pire, celle-là. Là. Tu sais, on sert de l'argent des citoyens pour se servir d'une TV d'État pour traiter tes citoyens de racistes. Elle l'aime bien, celle-là. J'ai hâte d'entendre Alexandre Cormier-Denis. Je sens que Hugo, tu as quelque chose à dire. Ah, j'allais dire, c'est ça, le vivre dans un État post-nationaliste. Ouais. Enfin, on termine là-dessus. Merci, Alexandra. Merci, Hugo. Merci, Carl. Et Alexandra, ben, le défi est lancé. Et on attend tes nouvelles très, très bientôt. Je t'ai fait une demande Facebook pendant l'émission tantôt. Tu pourras répondre et tu pourras me dire, me donner ta réponse finale et totale via Facebook. Salut tout le monde. Bonne fin de journée. Ciao. C'était le Journal du Soir. Au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.